sommes un organisme de formation professionnelle continue pour adultes situé à Guire-en-Grange, voilà, à côté de Valence. Et nous proposons tout ce qui est formation pour les entreprises et bien entendu accompagnement. Accompagnement donc sur plusieurs points, dont l'accompagnement des entreprises et organismes de formation à procéder à leur certification à Calliope. Tac. Alors, Cap Formation Conseil a été créé le 30 novembre 2017 pour reprendre l'activité de la société Cap Formation, qui a été créée en 2003. C'est un organisme de formation professionnelle continue pour adultes et on a fait le choix de se spécialiser dans la formation professionnelle et conseil auprès d'entreprises et de collectivités, ce dont je viens de vous dire juste avant. Et donc, nous sommes certifiés NF Service Formation depuis le 7 décembre 2017 et Calliope depuis le 11 décembre 2019. L'organisme, vous l'avez en visuel. Voilà, donc Guire-en-Grange, juste après le pont d'Élonne, pour ceux qui connaissent un peu la région. Et donc, nous avons des salles de formation à l'intérieur de notre organisme et nous travaillons en open space. Donc, on travaille sur plusieurs domaines de compétences. Nous sommes pluridisciplinaires. Voilà. Alors, je vais vous expliquer le déroulement du webinaire. Donc, Madame Bergoen, qui est notre invitée aujourd'hui exceptionnelle pour vous présenter l'accompagnement Calliope et vous aider également si vous avez des questions dans vos démarches. Donc, elle va vous présenter tout cela sur environ une trentaine de minutes. Et ensuite, nous mettrons en place une foire aux questions. Voilà, donc d'ores et déjà, vous pouvez inscrire vos questions dans le fil de discussion. Je les relèverai et nous ferons ensuite un petit partage d'expérience et d'informations à la suite donc, de l'exposé. Voilà. Donc, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Madame Pascale Bergoen qui est ici. Pascale, c'est à vous. Eh bien, écoutez, en ma qualité donc d'auditrice certifiée AFNOR, je vais aujourd'hui vous parler donc de la certification Calliope, en tout cas la préparation de la certification Calliope. Depuis maintenant de nombreux mois, j'accompagne différents organismes de formation jusqu'à la certification Calliope. Donc, je vais vous faire profiter, on va dire, un petit peu de mon expérience pour vous donner un petit peu des pistes, mais aussi vous faciliter la démarche vers votre certification à vous. Donc, pendant une demi-heure à peu près, je vais vous expliquer un petit peu les grandes lignes de la préparation de la certification. Et puis après, je répondrai bien évidemment à toutes les questions. Donc, la dernière fois, le dernier webinaire, il y avait eu énormément de questions. Donc, je vais faire en sorte de répondre à toutes vos questions d'ici la fin de ce webinaire. Donc, mon premier slide, c'est du Datadoc à la certification qualité Calliope. Alors, quelle est la différence? Souvent, on me pose la question, quelle est la différence entre le Datadoc et Calliope? Donc, le Datadoc, c'était une déclaration de documents que vous utilisiez dans vos processus d'accompagnement et de mise en œuvre d'actions de prestation de formation. Calliope, c'est carrément un agrément, entre guillemets, c'est-à-dire c'est une certification qui est composée donc de 7 critères pour 32 indicateurs, et donc pour lequel vous devez vous conformer pour pouvoir bénéficier des fonds publics. Donc, les fonds publics, qu'est-ce que c'est? Vous avez donc les financements par les organismes paritaires agréés, tout ce qui est formation prise en charge par le Pôle emploi, formation donc par la région, financée par la région, formation financée par la GFIP. Donc, si vous souhaitez bénéficier donc, de ces financements-là, vous avez l'obligation de vous certifier par rapport au référentiel national qualité et qui s'appelle donc Calliope. Donc, les exigences du référentiel, vous les connaissez, vous les pratiquez, sauf que c'est vrai que comme ça rentre vraiment dans le cadre d'un processus qualité avec un audit, beaucoup d'organismes s'inquiètent en disant « Oh là là, mais comment on va faire ?» etc. Donc, vous devez rendre traçable, rendre visible vos process. C'est pour ça qu'il est important de vous préparer à cette certification et surtout de vous préparer à l'audit. Donc, il est impératif de mettre en œuvre donc,
il est impératif pour vous de mettre en œuvre des engagements, mais aussi une amélioration continue et de reprendre chaque critère pour pouvoir concrètement y répondre. Alors, je vous montrerai après comment faire. Je vous ai élaboré un petit modèle de document qui vous permettra de vous mettre en conformité par critère. L'audit, il faut faire attention puisque comme on rentre dans une certification classique de type AFNOR, de type comme par exemple l'ANF, où vous rentrez là-dedans, vous allez obligatoirement bénéficier d'une audit initiale puis d'une audit de surveillance. Donc, lors de l'audit initial, vous allez être, on va dire, l'auditeur va vérifier la conformité de vos procédures, de vos activités, selon les critères dont vous dépendez. Alors, la plupart du temps, quand vous êtes organisme de formation, normalement, vous dépendez de 22 critères. Si vous êtes au centre de bilan, si vous pratiquez de la VAE, ou si vous avez, on va dire, un centre de formation d'apprentis, vous avez d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Si vous êtes centre de formation, donc, vous avez du coup 22 critères à respecter. Alors, ce référentiel national qualité, il est sur une logique. Donc, je vous ai schématisé dans ce slide-là. Donc, l'environnement professionnel qui touche la totalité, donc c'est le critère 6. On va partir d'un besoin avec le fameux critère 1 où là, on communique sur l'offre, sur les résultats, on informe le public, on rend notre offre de formation lisible. Donc ça, c'est le critère 1. Puis ensuite, on va être dans la conception de la prestation, le développement des compétences et le retour d'expérience et d'amélioration sur les critères 2, 5 et 7. Et puis ensuite, on démontrera les moyens que l'on met en œuvre pour mettre en place nos prestations de formation sur les critères 3 et 4. Donc, on va bien du besoin aux prestations. Ça, c'est la logique sur laquelle le référentiel national qualité s'est positionné. Alors, cette logique-là, elle était la même dans Datadoc et on est bien dans, vous savez, le décret donc, de juin 2015 dans la continuité avec, vous savez, la mise en pratique des valeurs opérationnelles qu'on avait déjà lors de la loi travail et formation professionnelle de 2015. On est dans une continuité, en fait, d'amélioration continue des pratiques. Voilà, la démarche de préparation à la certification peut être résumée, pour moi en tout cas, en 4 phases. Donc, pour vous simplifier, on va dire, l'appréhension de cette préparation à la certification, j'ai décliné ça en 4 parties. Donc, la première partie, il faut vous approprier le référentiel Calliope, c'est-à-dire le guide de lecture. Donc, la version 7 du 29 mars 2021, c'est la dernière version. Donc, je vous invite à vous la procurer donc, sur le site du ministère du Travail. Ce référentiel, attention, est gratuit. Donc, j'ai eu vent. J'ai eu des partenaires qui m'ont informé que certaines structures la rendaient payante. Attention, c'est gratuit. C'est accessible à tout le monde. Donc, cet outil indispensable, en fait, c'est votre Bible. Elle va vous permettre concrètement de décortiquer chaque critère pour pouvoir concrètement vous positionner par rapport à vos pratiques. Donc moi, en tout cas, mon accompagnement, il est vraiment basé sur vos pratiques. Quand j'accompagne donc un organisme à s'intégrer dans ce référentiel, je ne fais que rendre visible en fait les pratiques de l'organisme. Ce qui est important, c'est pas de tout chambouler votre manière de fonctionner. Ce qui est important, c'est de dire voilà comment je travaille, voilà comment je pratique, etc. Et voilà comment je vais me mettre en conformité. Alors, soit par le biais de fiches, soit par le biais de nouvelles fiches, par exemple, d'information. Bon, pour l'analyse du besoin, je vais élaborer un cahier des charges, etc. Donc, bien vous procurer ce référentiel donc, qui est sur le site du ministère du Travail et qui concerne, bien sûr, les 4 types d'actions
vous pouvez bien évidemment vous faire auditer pour plusieurs types d'actions. Si vous faites des actions de formation avec des bilans de compétences, si vous faites de la VAE, si vous faites de l'apprentissage, vous pouvez complètement vous faire auditer sur les 4 prestations. Voilà pour la phase 1. Donc, le guide national de lecture, donc il est là, donc je vous l'avais mis en modèle. La phase 2, donc ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, il faut analyser vos pratiques. Moi, c'est comme ça que j'accompagne les structures. J'analyse leurs pratiques et je les mets en conformité en fonction de ce qui est attendu. D'accord? Donc, vous êtes déjà, pour la plupart, datadocké, ou vous êtes peut-être certifié déjà, je ne sais pas, au PQF ou à l'ORNF, selon le référentiel donc, sur la liste des CNEFOP. Donc, pour vous, la procédure sera simplifiée parce que vous aurez déjà mis en place, si vous êtes datadocké ou vous êtes déjà certifié, vous aurez déjà mis en place des process, des procédures qui correspondent à ce qui est attendu. Hein. Voilà. Donc, le plus important, c'est d'établir un état des lieux. Donc, par critère, moi, je vous invite à établir un état des lieux sur vos pratiques professionnelles, comment vous procédez, puis vous vérifiez si ça répond ou pas à ce qui est attendu dans les éléments de preuve. Donc, là, la différence, si vous voulez, entre le Datadoc, où on vous demandait une feuille d'émargement, on vous demandait un programme, on vous demandait une fiche de satisfaction, évidemment, vous les donniez vides. Alors que là, l'auditeur va vouloir contrôler, en tout cas vérifier, parce que ce n'est pas du contrôle, c'est plutôt de la vérification de conformité, va vouloir vérifier vos documents, mais déjà renseignés, déjà remplis, des dossiers qui ont déjà… d'où l'intérêt, si vous voulez, de vous préparer, de mettre en place, à partir du moment où vous avez mis en place les différentes procédures que vous estimez vous répondre au référentiel, eh bien, il faut préparer, il faut à partir de maintenant, voilà, vous mettre en place avec ces nouvelles procédures. Vous serez audité là-dessus, sur les nouvelles procédures que vous aurez mis en œuvre en préparant votre certification RNQ Calliope. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans cette certification, c'est que vous allez peut-être identifier du coup de nouvelles pratiques. Par exemple, pour votre analyse des besoins, vous ne le faisiez peut-être pas forcément sur une fiche, vous le faisiez peut-être sur des documents. Là, il est important de tout tracer et c'est comme ça, moi, que j'accompagne en fait les organismes. Voilà. À tout tracer, bien démontrer. Qu'est-ce que… Je dis ce que… Bon, après ça, à partir de la roue de Deming, c'est ce que je voulais vous montrer. On met la mise en place d'un processus de qualité, ça vous permettra vraiment de vous mettre en conformité avec ce qui est attendu là. Donc, le management de la qualité, selon ce modèle, je dis ce que je fais. Voilà, donc là, j'ai un client qui m'appelle, je prends ma fiche contact, ma fiche analyse du besoin. Donc, je fais ce que je dis, donc je le décris, je le décline et je le prouve dans une amélioration continue constante. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'à maintenant, vous ne demandiez pas forcément à la personne si elle avait une reconnaissance travailleur handicapé. Comme c'est demandé maintenant dans le cadre du répertoire national de qualité, dans votre fiche d'accueil, par exemple, vous allez noter. Voilà comment vous allez procéder à l'amélioration continue de vos pratiques. Alors, l'importance d'analyser ce que vous faites en lien avec le référentiel, c'est pas de repartir à zéro, bien sûr que non. Au contraire, il faut bien partir sur vos pratiques actuelles et simplement les mettre dans un processus d'amélioration continue. Donc, mon accompagnement là-dessus, il est toujours axé sur votre manière à vous de travailler. On n'invente rien, on ne va pas recréer des choses qui existent déjà et qui bien souvent sont déjà bien performantes. Vous avez déjà une manière de travailler qualitative. Il faut juste que ça se voit, il faut simplement le rendre visible. Donc, comme le montre un petit peu ce schéma, vous êtes tous sur une politique qualité, vous avez des engagements. Moi, je voudrais que 100% de mes clients soient satisfaits. Je voudrais que ma réponse à un devis soit effective en 72 heures. Voilà, vous avez tous des engagements avec une politique qualité. Tous mes formateurs sont qualifiés. Tous mes formateurs sont formés, par exemple, à la pédagogie. Donc, cette organisation, elle doit être visible. On doit avoir des indicateurs de surveillance, de veille qui vous permettent d'être en continuellement et d'être sur des procédures de qualité, des process qualité.
Et donc, moi, j'ai marqué, bon, moi, personnellement, je vais vous donner un modèle, ou moi, j'appelle ça un manuel qualité, un livret qualité, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est important au sein de votre structure de formaliser vos procédures. Ça vous permet déjà d'y voir un petit peu plus clair, ça vous permet également de faciliter aussi votre démarche par rapport à la mise en conformité. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je pratique. Et c'est pour ça que j'ai élaboré un grand tableau que je vais vous soumettre et qui vous permettra de vous aider pour décortiquer, on va dire, le référentiel. Et puis, vous positionnez par vos process. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour moi, il est indispensable de constituer un tableau par critères afin que vous puissiez lister vos pratiques, relever donc ce qui existe, ce qui n'est pas, par exemple, dans vos programmes de formation, il manque, par exemple, les modalités d'évaluation, où vous l'avez mis, mais vous n'avez pas mis mise à jour, par exemple. Donc, ce tableau, moi, lorsque je mets en place un accompagnement avec un organisme qui souhaite se certifier, je mets en œuvre ce tableau et pour chaque critère qui est concerné, bien sûr, parce que par exemple, si vous ne faites pas de validation des acquis, vous n'êtes pas centre de formation d'apprentis, il y a des critères sur lesquels vous n'êtes pas concerné. Et donc, à ce moment-là, on marque non concerné. Donc, par exemple, sur ce critère 1, je vais remplir les principales tâches que j'effectue. Par exemple, critère 1, il faut diffuser une information accessible, c'est-à-dire rendre visible ce que vous faites. Vous devez informer votre public sur tout ce que vous faites. Quand vous vendez un produit qui est une formation, vous devez d'informer le client le plus possible. Donc, il faut donc mettre à la disposition du public qui vous concerne, donc soit un site internet à jour, des programmes à jour. Quand vous faites une proposition commerciale, bien y joindre un programme de formation. Ne rien oublier pour que vous puissiez au maximum répondre donc aux critères qui sont attendus. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, sur ce tableau que moi j'ai élaboré, vous avez les critères. Donc, j'ai bêtement recopié les choses, mais ça vous permet pour chaque critère de dire les principales tâches que je fais, les outils que j'utilise, par exemple fiche d'accueil, par exemple programme, par exemple donc tout ce qui est par exemple un catalogue, production preuve, vous pouvez mettre par exemple programme de formation à jour, c'est la preuve. Que donc, les tâches, j'élabore des programmes de formation précis et puis surtout détaillés. L'outil, c'est mon programme de formation. Et ma preuve, c'est mes programmes de formation qui sont à jour. Donc, pour chaque critère, je vous invite à décortiquer vos procédures, à les mettre en conformité par rapport aux éléments de preuve qui sont attendus, mais surtout, par rapport aux critères, vous avez des éléments. Donc là, je vous ai mis un autre critère. Donc, par exemple, diffusion d'une information accessible, détaillée, claire. Élaborer des programmes de formation complets, par exemple, à joindre dans la proposition commerciale. Renseigner le site Internet avec des programmes complets mis à jour. Envoyer la fiche conseil pratique renseignée, par exemple, avec la convention de formation de règlement intérieur, à moins que vous fassiez des contrats de formation, c'est pareil. Les outils, ça sera le programme de formation, le site Internet, les réseaux sociaux. Vos productions, vos preuves, le site Internet, il est à jour. Vos programmes sont complets et qui accompagnent le devis. Donc, je le prouve puisque je montre un devis client que j'ai envoyé récemment, avec un programme complet. Et par exemple, les fiches conseils pratiques sont à jour. Alors, les conseils pratiques, c'est bienvenue dans notre organisme. Vous allez suivre une formation avec notre organisme. Voilà ce qui vous attend, les locaux, le lieu, les repas. Enfin, tout ça pour répondre, on va dire, au critère 1, par exemple. Donc là, je vous ai donné un premier exemple, un deuxième exemple avec le 12, par exemple. La plupart du temps, les personnes que je rencontre dans mon accompagnement ont des difficultés à décortiquer ce qui est attendu. Donc, il ne faut pas hésiter à vous fier à ce qui est notifié là dans le… Pardon, excusez-moi, je joue un peu avec le… parce que je n'ai pas la visibilité du haut, donc je ne vois pas très bien ce qui est marqué en dessus, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vais aller voir plus loin. Là, on vous donne des éléments de preuve, donc fiez-vous à ces éléments de preuve pour que vous puissiez concrètement y répondre.
Donc, par exemple, ils vous disent un document co-construit, espace partagé, voilà. Fiez-vous à ce qui est demandé. Donc, par exemple, le critère 12, mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'engagement et prévenir des ruptures de parcours, des absences. Donc, je reprends, à chaque fois, moi, je vais reformuler la phrase pour bien comprendre ce qui est attendu. Ben, je vais faire signer le devis, par exemple, la convention pour contractualiser la formation avec le participant. Donc, ça, c'est bien une preuve que je fais attention que la personne ne va pas abandonner. Je fais une convocation pour bien lui rappeler sa participation et son engagement. Donc, là aussi, c'est une preuve pour engager, on va dire, la personne dans sa prestation. En début de formation, nous, on remet une fiche d'accueil où souvent, vous remettez un livret, par exemple, vous leur remettez un livret de bienvenue avec les explications de tout ce qui va se passer, etc. Le règlement intérieur, voilà, donc ça permet d'acter la participation aussi. Et puis, en cas d'absence, par exemple, le premier jour, je vais les appeler, je vais faire un mail au commanditaire, etc. On peut mettre en œuvre également le recueil de besoins en début de formation par le tour de table ou alors par un questionnaire, etc., pour favoriser l'adhésion. Donc, les outils, la convention de formation, c'est une preuve qu'il y a bien un engagement, donc c'est bien une preuve qu'on prévoit, qu'on anticipe sur une éventuelle abandon, ou un éventuel non-participation. La convention, ça permet quand même d'engager la personne. La convocation également, la fiche d'accueil. Le règlement intérieur permet aussi d'intégrer, on va dire, la personne dans ce processus de formation. Les relances téléphoniques, les mails sont également les outils que nous allons utiliser pour éviter l'abandon. Du coup, production, preuve en face, les conventions de formation, elles sont signées, les convocations sont envoyées, donc c'est ce que je vais démontrer à l'auditeur. Je vais lui montrer les conventions de formation qui ont été signées, je vais lui montrer une convocation qui a été envoyée, une fiche d'accueil et un règlement intérieur qui a été remis, un mail de relance, donc, par exemple, dans le dossier Outlook, une évaluation individuelle avec le recueil des besoins qui a été transmis au formateur. Ça, ce sont souvent des pratiques que vous faites, mais qui ne sont pas forcément tracées. Donc là, maintenant, vous vous inscrivez dans ce référentiel national qualité. Il est impératif de tracer tout ce que vous faites. Voilà. Alors, par exemple, le 3.13, si vous ne faites pas de formation en alternance, vous n'êtes pas concerné. Donc, vous le notez simplement dans votre manuel qualité à vous, dans votre livret qualité, et puis vous informez simplement l'auditeur que vous n'êtes pas concerné. Voilà pour ce dernier critère. En ce qui concerne donc, mon accompagnement, mon accompagnement entre 4 et 5 jours consiste à vous accompagner vraiment avec objectivité, mais aussi ma curiosité d'auditeur, parce que c'est vrai que j'aime bien regarder les différentes procédures des organismes, c'est toujours très enrichissant. Et essayer de vous accompagner vers vraiment une fidélisation déjà de ce que vous faites, parce que ce qui est important, c'est de respecter votre manière de fonctionner, de respecter vos valeurs, de respecter comment vous voyez votre manière de vendre vos formations. Donc ça, c'est très important. Je mets bien évidemment à votre disposition un panel de modèles, ce qui vous permet de vous rassurer aussi. Par exemple, on m'a demandé des modèles de tableaux d'amélioration continue, par exemple, ou alors, voyez, des tableaux de suivi pour les résultats des acquis, le niveau de satisfaction, vos actions d'amélioration continue, des modèles de tableaux, des modèles de conditions générales de vente, des modèles de toutes sortes de documents dont vous auriez besoin, tout ce qui est également ressources, puisque je suis référente H+, donc dans le cadre de la démarche qualité de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc j'ai répondu à tous les critères attendus pour être référente H+, dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc je mets aussi mon savoir concernant l'accueil des personnes en situation de handicap à votre disposition. Voilà, donc je vous mets également des modèles de questionnaires, parce que souvent le plus complexe, c'est ça, c'est les modèles à chaud et à froid. Les contrats aussi de sous-traitance. Vous avez énormément de documents aussi à votre disposition dans le site de la DRITS, puisque ça ne s'appelle plus la Directe, mais la DRITS, qui peuvent aussi vous être très, très utiles. Voilà.
La Brice. Alors, donc, des exemples de procédures. Donc, pour vous poser les bonnes questions et formaliser votre organisation, par exemple, comment on évalue les connaissances des apprenants, comment on gère les inscriptions sessions, comment on gère la satisfaction, comment on recrute et on intègre des formateurs, comment on inclut un public en situation de handicap. Tout ça, ce sont des exemples de procédures que je pourrais mettre à votre disposition pour que vous puissiez concrètement répondre aux critères qui sont attendus. Voilà, parce que c'est ce qui est demandé, hein, de toute façon. Pardon. Voilà. La phase 3, l'accompagnement et la formation des acteurs qui sont tout autour de la prestation de formation. Donc, moi, je vous accompagne dans l'élaboration d'un livret ou d'un manuel qualité, ce qui permet à toutes vos équipes, à vos salariés, à vos partenaires sous-traitants de comprendre et de s'approprier votre démarche qualité, de mettre en pratique la démarche sans difficulté parce qu'elle est compréhensible et elle est accessible à tous. Voilà. On communique bien sûr sur les attendus, les exigences, et on acte bien sûr les processus qualité qui sont attendus en faisant partie intégrante de votre organisation. Ce manuel, il va faire partie intégrante de vos process. C'est ça qui est intéressant. Il s'inscrira également dans l'amélioration continue de vos pratiques, puisqu'il va évoluer. Ce manuel que je vous ai présenté, par critères, va évoluer, puisqu'à chaque fois, vous allez le mettre à jour, vous allez le renseigner, vous allez dire, tiens, là, on faisait comme ça jusqu'à maintenant. Eh ben, du coup, on s'est rendu compte que c'était trop lourd, que ce n'était pas facile ou que c'était, ça rendait plus difficile la prestation. Donc, vous l'améliorez en continu. Ce qui fait que l'audit de surveillance, vous n'aurez pas le casse-tête chinois de dire « Oh là là, mon Dieu, j'ai encore un audit, comment je vais faire ?» Non, non, vous êtes tout le temps dans la procédure. Ce qui est intéressant dans l'accompagnement que je vous propose, c'est que on prépare la suite. On n'est pas que sur préparer l'audit et remplir les critères. Non, non, on est sur vraiment un processus qualité qui s'intègre dans votre manière de fonctionner, avec vos propres pratiques et qui va s'améliorer tout seul en continu puisque vous serez au cœur, on va dire, de la mise en place de cette prestation. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est les retours que j'ai des organismes que j'ai accompagnés. Voilà. La phase 4, on valide les actions qualité mises en place. Voilà, la mise en œuvre d'une démarche qualité, c'est jamais fini. C'est le principe de la démarche d'amélioration continue. Le tableau, les outils, les preuves, les procédures que vous aurez créées avec le guide de lecture, donc la version 7 qu'on a vue tout à l'heure, vous permettra de vous présenter la certification. Voilà. Ce qui est bien avec l'audit, c'est que ça vous permet donc d'acter les conformités et les points forts de votre organisation, parce que l'auditeur, son rôle, c'est aussi de relever vos points forts, vos points d'amélioration, mais aussi surtout vos points forts. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et les points à améliorer, ça permet aussi de mettre en place des nouveaux challenges. Alors, moi, je vous ai marqué ça de cette manière-là, parce que vous verrez que s'inscrire dans une démarche qualité, c'est rendre visible en fait vos pratiques qui sont déjà de qualité. Voilà. C'est pour ça que je vous invite et je vous encourage à le faire, parce que vous verrez que c'est vraiment quelque chose qui est valorisant en fait pour vous. Ça va valoriser vos équipes aussi. Voilà. Donc, les points d'amélioration vous permettront de mettre en place des choses peut-être nouvelles dans vos habitudes, mais sachez que les non-conformités doivent être levées en moyenne dans les 15 jours. En général, les non-conformités mineures sont levées dans les 15 jours qui suivent, puisque vous avez quand même une pratique de la mise en place de formation et de prestations qui se voit, mais qui doit être tracée. Donc, les non-conformités, c'est souvent l'oubli d'une date. Par exemple, on n'a pas daté, on n'a pas mis à jour un document. Les non-conformités, très souvent, c'est je n'ai pas acté, par exemple, la dernière réunion pédagogique avec mon équipe, donc je n'ai pas tracé que je travaille sur la pédagogie, par exemple. Voilà. Donc, les non-conformités, donc 90% des organismes de formation audités sur 2021 ont été levés dans les 15 jours. Je vous rassure, même les non-conformités majeures. Donc, l'accompagnement que nous vous proposons est de 4 à 5 jours selon le profil de votre organisme. Voilà, donc je mets bien évidemment à votre disposition le tableau présenté ci-dessus.
On le renseignera ensemble pour une meilleure objectivité de vos pratiques. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, je mets également à vos dispositions des modèles d'outils. Il est donc déjà 16h32, donc je me dis parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions. 15h32, pardon. Il y a beaucoup de questions, donc je vais me dépêcher un petit peu. Voilà, donc le plus souvent, ce que je vous disais, vos propres pratiques, votre organisation remplit la plupart des critères. Et mon rôle, souvent, c'est de rendre visible, de mettre en preuve vos pratiques, c'est-à-dire de démontrer que ça… là encore, dernièrement, un organisme, ils font des super cahiers des charges, mais vraiment, mais ça ne se voyait pas parce qu'ils ne les traçaient pas. Donc là, maintenant, ils les font par écrit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de respecter ce que vous êtes, respecter vos pratiques, tout en les améliorant simplement pour les mettre en conformité. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a permis de mieux envisager votre préparation et vous facilitera bien sûr l'accès à la certification. Je vais maintenant procéder donc à répondre aux questions. Exactement. Me revoilà. Me revoilà. Donc, effectivement, Pascal, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions qui sont en train d'apparaître. Donc, hop, on va ouvrir le fil de discussion. Donc, je n'ai pas été très souriante, je m'excuse. Voilà, j'ai eu un peu du mal à… J'étais très concentrée. C'était très bien. Je suis désolée. C'était très bien. Alors, on va commencer par… On va répondre aux questions. Alors, Wabdeslam a envoyé « Peut-on recevoir un modèle de piste d'amélioration ?» Donc, à la suite de l'accompagnement, bien sûr, il n'y a aucun problème. Les pistes d'amélioration, c'est tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, un modèle de piste d'amélioration, je ne comprends pas. Vous voulez dire un tableau d'amélioration continue? Vous pouvez prendre la parole, Wabdeslam, si vous le souhaitez. Alors, je pense que Wabdeslam, c'est le nom de famille. Je pense que la personne s'appelle Lies, non? D'accord. Lies, vous êtes avec nous? On va passer à la question suivante. Je vous inviterai à lever la main si vous avez quoi que ce soit. Alors, Héloïse a posé une question. La charte qualité pour les sous-traitants, peut-on trouver des modèles à la DRIS? Non. Non, la charte qualité, c'est de dire notre organisme s'engage dans une charte qualité, dans une démarche qualité, pardon. Pour la respecter, vous devez. Et là, il faut tracer, en fait, mettre dans votre charte qualité tout ce que vous attendez d'un sous-traitant en termes de retour de qualité. Par exemple, respecter le programme annoncé. Par exemple, dans la charte qualité, par exemple, que moi, j'ai élaborée pour mes formateurs, je leur demande de bien faire signer les stagiaires pour la traçabilité de la présence, première chose. Deuxième chose, je leur demande de me décliner le déroulé pédagogique en respect avec le programme annoncé ou alors préciser les améliorations. Je leur demande dans ma charte qualité le respect du programme annoncé, élaborer des déroulés pédagogiques, me transmettre les évaluations qui ont été effectuées et bien sûr, bien soumettre les évaluations à chaud et à froid qui sont la satisfaction du stagiaire. Il y a beaucoup de… il faut faire attention au vocabulaire employé parce que quand on parle d'évaluation à chaud et à froid, c'est la satisfaction stagiaire. Alors que l'évaluation d'une prestation de formation, c'est bien d'évaluer les acquis de formation. Mais la charte qualité pour les sous-traitants, moi, je vous invite à reprendre simplement les obligations qui sont attendues dans le référentiel national qualité, à savoir donc, le respect du programme, le déroulé pédagogique. Donc, il faut bien leur faire un déroulé pédagogique, bien vous le renvoyer. Vous renvoyez les évaluations qui vous donnent régulièrement, bien sûr, toutes les formations auxquelles ils participent pour que vous puissiez démontrer de leur qualification, etc. C'est ça la charte qualité des sous-traitants. Très bien. Après, si je vous accompagne, je vous donnerai des modèles, il n'y a pas de problème. Parfait, merci Pascal. Alors, on a une autre question de Madame Matisse. Bonjour à tous. Une GED. Oui, bonjour à tous. Lors d'un pré-audit, l'auditeur a exigé une GED selon la norme AFNOR. Est-ce normal? C'est quoi une GED? Une gestion dématérialisée des données.
Oui, bonjour, je me permets de vous poser cette question. Je vous remercie pour votre intervention et les modalités que vous avez proposées d'exploration des 32 critères, chose que j'ai déjà faite. Ma question était, voilà, on est en période, en fait, je suis venue vous écouter pour m'assurer dans ma démarche, on va dire, et on est en période de pré-audit et d'audit sur l'ensemble de nos instituts de formation en soins infirmiers dans la région Grand Est. Et j'avais, en effet, par le bouche à oreille, on a notre futur auditeur. Il a insisté auprès d'un de nos instituts de formation pour avoir en fait une gestion documentaire avec l'ensemble de nos documents, procédures, processus, etc. Tous les outils devaient être référencés. Parce qu'en fait, il ne demandait pas de voir les documents, il demandait les numéros des documents concernés. Alors que, bon, voilà, vous voyez, donc moi, j'ai pas comme une procédure qualitative de type AFNOR ou NF, c'est ça? Voilà, en fait. c'est ça. Donc moi, j'avais été formée à ce type et puis on s'en est débarrassé avec le temps, hein, puisque c'est, voilà. Et donc, on est en train de monter, on va dire, notre GED, hein, notre gestion documentaire, mais dans l'immédiat, on est en capacité pour chacun des critères et indicateurs, enfin l'ensemble des indicateurs, comme vous l'avez explicité tout à l'heure, de faire la preuve, étape par étape, activité par activité, de nos documents qui viennent faire état de la mise en œuvre de l'activité ou de l'étape concernée. Donc, je n'ai pas envie d'être sanctionnée parce que je n'ai pas de GED. Alors, moi, c'est la première chose que je fais, en fait, quand j'accompagne les organismes, en effet, c'est de les accompagner à classer, à ranger, à structurer. Parce que c'est sûr que si, quand vous êtes en audit, vous devez chercher les papiers partout, ce n'est pas très bon signe. Alors, en fait, nous, on a un réseau informatique, si je peux me permettre. Tout est bien classé dans la mesure où on connaît bien le déroulé de la formation. En plus, j'ai répertorié pour chaque j'ai fait le lien direct. Hein, donc, il suffit de cliquer sur le lien pour accéder aux documents concernés. Mais j'admets très, très honnêtement que je n'ai pas encore référencé chacun de mes documents. J'ai commencé en fonction des différents processus, que ce soit pilote, cœur de métier ou support. Si vous voulez, quand vous êtes inscrit dans une démarche qualité, c'est toujours de dire, si demain je suis malade, n'importe qui peut me remplacer. Il faut toujours être dans cet état d'esprit. Donc, si vous voulez, l'auditeur, lui, il se positionne comme ça. C'est-à-dire, il dit, demain, vous êtes malade. Est-ce que n'importe qui peut vous remplacer au pied levé et trouver les documents dont il a besoin? C'est pour ça que l'idéal, c'est qu'en effet, vous pouvez très bien classer, par exemple, par thématique. Voilà, par exemple, telle formation, tel déroulé, tel programme, tel support stagiaire, support formateur. Mais il n'est pas tenu de vous demander une classification numérotée ou des choses comme ça. OK. Enfin, pas dans Calliope. NF, oui, mais pas Calliope. Mais voilà. Parce que moi, j'avais été formée à NF, mais du coup, bon, ça, on n'a pas abouti jusqu'au bout. Et donc là, avec Calliope, je me suis dit, ouf. Et puis, le retour qu'on a eu là du pré-audit d'un de nos collègues, il m'a dit, tu vas te faire démonter parce que toi, tu n'as pas de GED. Alors, bien sûr qu'il faut avoir, quand on s'inscrit dans une qualité, il faut avoir une gestion à minima Mais elle est faisable, voilà, et elle sera faite. Hein, ça va être un facteur d'amélioration. On est sur une étude personnalisée? Pardon? Ah, oui, c'est ce que la dame dit, pardon, mais non, quelqu'un d'autre qui parlait, quelqu'un qui est intervenu. En tout cas, merci pour votre réponse. Mais merci à vous, Madame Mathis, c'est très intéressant parce que du coup, ça va servir à tout le monde, je pense. Ouais. Merci beaucoup, Madame Mathis, effectivement. Donc, hop, j'avais une autre question. Tac. Alors. Est-ce obligé de faire un cahier des charges? Héloïse Mercier, est-ce obligé de faire un cahier des charges, sachant que j'ai juste une sous-traitance par an? Alors, le cahier des charges, c'est pas, y a pas de, c'est un exemple, le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est ce qui vous permet d'analyser le besoin. Donc, vous devez, dans le cadre de Calliope, démontrer que vous procédez bien à une analyse du besoin. Ça n'a rien à voir avec le sous-traitant. Est-ce obligé de faire un cahier des charges, sachant que j'ai juste une sous-traitance par an? Je ne comprends pas la question, en fait, cahier des charges. Un cahier des charges, c'est de dire, j'analyse la demande, donc j'établis un cahier des charges de mon client par rapport à sa demande de formation et j'élabore un programme de formation
en lien avec le cahier des charges de demande de la formation. Madame Mercier, est-ce que vous pouvez nous préciser votre question, s'il vous plaît? Oui, vous m'entendez là? Oui, très bien. Ah, excusez-moi. Donc, en fait, c'est parce que on m'avait dit que pour les partenariats, il fallait que j'ai une charte qualité et aussi un cahier des charges. Et le cahier des charges, donc c'est ce que m'a dit l'auditeur, en fait. Il a dit que… C'est une Hein? convention. C'est une convention de prestation. Ah, c'est la convention, c'est juste Une ça. convention de prestation, un cahier des charges, dans ce cadre-là, oui, c'est la convention de prestation. Ah, Comme d'accord. quoi, Monsieur Dupont, il va intervenir pour vous sur tel truc que vous vous êtes assuré qu'il a bien l'expérience requise pour intervenir, qu'il a bénéficié d'une formation de formateur et ainsi de suite. D'accord, d'accord. Et Oui, la oui, charte qualité dont vous avez parlé tout à l'heure aussi. Alors, la charte qualité, vous pouvez la mettre dans votre contrat de sous-traitance. Moi, je l'ai mis déjà. Bon, je les ai mis à jour parce que j'ai bien mentionné que je m'étais inscrite dans Calliope et que du coup, il fallait qu'ils soient respectueux donc, de cette démarche qualité-là. À mes côtés, puis la charte qualité, j'ai rajouté, vous savez, qui me donne bien leur support, leurs évaluations, etc. D'accord. Donc, il y a la… Pour moi, pardon, Madame Mercier, je vous finis juste ma phrase. Pour moi, le cahier des charges, c'est la convention de prestation. D'accord, cahier des charges, c'est la convention convention qui n'est pas la sous-traitance, qui n'est pas le contrat de sous-traitance, alors. C'est deux choses différentes. C'est pareil. Pareil. Cahier des charges. Alors, D'accord. parce qu'il vous a peut-être demandé un cahier des charges parce que ce qui est souvent le cas, les contrats de sous-traitance, ils sont très succincts. Oui. Et là, quand on dit il faut rajouter un cahier des charges, c'est-à-dire de bien… Moi, par exemple, mon contrat de prestation de sous-traitance, parce que c'est un contrat de sous-traitance, hein, il fait 6 pages. Parce que dedans, je mets bien tout ce que j'attends en fait de la personne, toutes les attendus par rapport à la qualité. C'est pour ça qu'il vous parle de cahier des charges. D'accord, très bien. Je comprends mieux parce que du coup, je me prenais la tête avec ça et je ne comprenais pas bien ce qui… D'accord. OK. Non, c'est juste bien élaborer un contrat de prestation suffisamment précis avec à l'intérieur, bien sûr, bien précisé un cahier des charges, c'est-à-dire de dire je vous sous-traite, mais il y a cette condition, cette condition, cette condition, cette condition. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Oui, je vous en prie. Alors ensuite, pourquoi se certifier Calliope? Alors, pour Patrice, à tout le monde. Alors, Patrice, donc on se certifie Calliope parce que, vous savez, déjà jusqu'à présent, les organismes paritaires agréés vous contrôlaient. Ils vous demandaient le programme, ils vous demandaient la convention de prestation. S'inscrire dans Calliope, c'est pouvoir ensuite, à partir du 1er janvier 2022, bénéficier des fonds publics. Donc, soit en sachant que les OPCA vont passer, donc la collecte des fonds des OPCO vont passer à l'URSSAF. Hein. Donc, si vous voulez travailler, donc si vous voulez bénéficier des fonds, des comptes personnels de formation, donc la Caisse des dépôts, l'URSSAF, l'AGFIP, le Pôle emploi, les régions, tous ces fonds publics-là, les fonds sociaux européens, vous ne pourrez plus en bénéficier si vous n'êtes pas certifié Calliope. Voilà pour répondre à Patrice. Très clair, merci Pascal. Oui, bonjour. Bonjour Patrice, je vous en prie. Bonjour, c'est Appelé Formation Conseil. J'avais juste une petite précision. En fait, quelle subvention mon client pourra obtenir en plus de Datadoc? C'est ça aussi ma question. Je n'ai pas entendu, pardon. Quelle subvention pourra obtenir en plus le client de Datadoc? Alors, je pense en fait, mon client, si je suis Calliope, la différence, est-ce que mon client pourra obtenir une subvention supplémentaire ou des aides supplémentaires ou non? Non, pas du tout. Ça ne remet pas du tout en… Non. D'accord, c'est pour que moi, je puisse obtenir des subventions. Tout à fait, monsieur. C'est pour que vous puissiez les toucher puisque ils n'auront plus besoin de vérifier, si vous voulez, votre convention, votre feuille d'émargement. D'accord, ouais. Puisque vous êtes engagé dans Calliope, ça veut dire que vous respectez les critères qui sont attendus pour bénéficier des fonds d'État, monsieur. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la prise en charge de votre client. D'accord, très bien. Et donc, quels sont les délais pour eux? Oui. D'accord, super, merci pour la réponse. Quels sont les délais pour se certifier alors, pour faire toute la demande? Alors, déjà, il faut prévoir un certain temps quand même à la préparation. Après, bon, moi, je vous dis, en 4-5 jours, j'arrive à présenter des organismes en audit. Après, il faut avoir une date d'audit et à l'issue de l'audit, vous pouvez, si vous n'avez pas de non-conformité, vous pouvez être certifié au bout d'une semaine. Hein. D'accord, très bien. Et donc, ça doit se faire l'année d'avant pour l'année suivante, c'est ça? Non, par exemple, vous pouvez très bien vous faire votre audit initial en janvier.
Et puis, du coup, par exemple, vous êtes audité le 15 janvier, le 25 janvier, vous avez votre certificat. D'accord, ouais, très Et à bien. partir du 25 janvier, vous pourrez bénéficier des fonds publics. D'accord. Et donc, la certification est valable combien de temps? Elle est valable donc, pendant 3 ans. Donc, vous allez avoir donc, pendant 1 an, pendant 22 mois, donc, donc vous êtes par exemple certifié le 15 janvier. Entre 18 et 22 mois plus tard, vous aurez un audit de surveillance. Puis après, vous aurez un renouvellement. D'accord, très bien. Tous les Et donc, 18 mois, entre 18 et 22 mois. Tous les 18 et 22 mois, vous êtes contrôlé. oui, Entre bien guillemets. sûr. Parce que c'est pas Très des bien. contrôles. Et donc, si on a des intervenants en fait de formation, mais qui sont que ponctuels, est-ce que ça pose un problème ou pas? À partir du moment où vous leur faites remplir une convention de sous-traitance avec une charte qualité, ils respectent la qualité, c'est-à-dire que demain, moi je suis auditrice, j'arrive dans votre centre de formation, je vous demande un dossier n'importe lequel et je vérifie que vous êtes bien en conformité par rapport au référentiel. Que ce soit un formateur sous-traitant ou un formateur salarié, je vais quand même vérifier s'il a bien respecté les évaluations, le contenu, le déroulé, etc. D'accord, très bien. Et donc, quel est le prix alors de Calliope? Alors, les prix sont fixes, hein, je crois. Pratiquement tous les centres, tous les organismes qui sont certifiants. Donc, il y a une liste hein, qui vous est proposée. Je crois que c'est entre 900 et ça dépend. Hein. L'audit est à 900 €, je crois. Après, je n'ai pas tout en tête, mais 900 et 1 500 €. ouais, il faut compter jusqu'à oui, à peu près 1 500 € pour un audit. Ouais. D'accord, donc c'est une fois la première année, puis dans 2 ans, le second audit, c'est Oui, ça? c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Donc, c'est Demandez un devis. environ. Demandez déjà un devis si vous voulez. Ça vous donnera déjà une idée. Oui, d'accord. Donc, Je 1500 m'excuse, je n'ai pas en €. tête. Oui, c'est vrai que je ne suis pas très… Ah, ouais. Très, très bien. Oh, En tout mais cas, je suis pas merci pour partie vos réponses. accompagnement. Donc, D'accord, merci beaucoup pour les réponses. De rien. Alors, combien coûte la certification à l'année? On Il vient d'y faut voir à peu répondre. près. Il faut compter 1 500 €. Est-ce que l'on doit être Calliope pour que nos clients puissent bénéficier d'une prise en charge? On Oui, l'a tout à répondu fait. tout à l'heure. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Alors, désolé, c'était marqué quoi? Peut-on être certifié si la majorité de nos stagiaires n'habitent pas en France et que leurs formations se font en visioconférence? Oui, bien sûr. Vous êtes certifié sur vos process, donc vos clients, même s'ils sont à l'étranger, il n'y a pas de problème, oui. Vous êtes certifié sur vos procédures, sur la manière dont vous informez vos clients, sur vos contenus, etc. En plus, ces documents sont intégralement émargés et signés électroniquement. Ah oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez être, bien sûr, vous pouvez être certifié là-dessus, bien sûr. Monsieur ou madame Basraoui, on a répondu à votre question? J'en conclus que oui, le temps… Oui, écoutez, pas de problème, super. Oui, voilà, 900 € pour l'audit Merci, et à peu près 1 800 €. merci, madame Oui, Mercier. c'est ça, madame Mercier, merci. Parfait. Très bien. On a fait le tour des questions dans le chat. Alors, je vous invite à lever la main ou à prendre la parole en direct si vous avez d'autres questions à poser à madame Voilà, il nous Bergoen. reste quelques minutes. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Après, je laisserai disposer madame Bergoen si vous avez des questions par rapport à l'accompagnement. Vous pouvez aussi me les formuler à moi-même en direct ou via l'adresse mail qui va vous être communiquée à la fin du webinaire par mail. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, oui, monsieur. je vous en prie. Oui, en tant qu'indépendant, est-ce qu'on peut faire une démarche pour être certifié Calliope? Oui, bien sûr. J'accompagne actuellement des personnes qui sont indépendantes, qui sont toutes seules et avec qui je travaille sur cette certification Calliope. Oui, tout à fait. Sans problème. C'est quoi l'intérêt pour les indépendants? Justement, de pouvoir traiter vos clients en direct et de pouvoir bénéficier des fonds publics. Par exemple, si vous avez un client en direct qui est demandeur d'emploi et qui bénéficie du Pôle emploi, oui, vous pouvez sans problème être certifié Calliope. Et l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir traiter vos clients en direct. D'accord. Et du coup, il n'y a pas d'exigence en termes d'ancienneté pour postuler à cette certification? Non, vous n'êtes pas obligé d'être français pour être certifié Calliope. Et par contre, il faut que vous soyez donc organisme de formation et que vous ayez bien un numéro de déclaration d'activité. Hein.
Non, la question, c'est de savoir s'il n'y a pas d'exigence en termes d'ancienneté Non. dans le Alors, domaine. non, alors, je vois qu'il y a une question d'ailleurs, est-ce qu'il faut y avoir des historiques? Non, non, on peut très bien être certifié sur un organisme de formation qui n'a jamais eu de stagiaire, qui démarre. D'accord. Par contre, qu'on appelle ça, pardon, l'audit de surveillance sera très approfondi parce que du coup, on vous traitera sur les dossiers traités du coup. D'accord. Et les démarches sont à peu près les mêmes, si j'ai bien compris. Oui, c'est exactement pareil, sauf que les documents seront vierges. Vous n'aurez pas de documents, on va dire, renseignés, puisque comme vous démarrez, vous n'aurez pas forcément mis en place déjà vos documents. Si moi, personnellement, j'ai des documents, mais j'ai commencé il y a moins d'1 an, j'ai des documents à présenter, mais... Oui, voilà, vous avez déjà, donc ceux-là, vous allez les améliorer. Et donc, vos prochains clients, vous mettrez déjà en route le processus qui vous permettra d'être audité dessus, par exemple. D'accord, très bien, merci. Mais je vous en prie. Oui, Patrice. Oui, pardon. Excusez-moi. Allez, Samy. Samy. Pour la même question que j'ai posée sur le chat, est-ce que, par exemple, si nous avons une dizaine de clients, de stagiaires qui sont passés dans notre organisme, est-ce que ça va être aussi approfondi ou ça va passer normal? Oui, ça peut. Oui, vous serez audité sur l'existant. Vous serez audité sur, sur ce que vous avez déjà réalisé. Si vous avez peu de stagiaires, ils seront peut-être plus attentifs sur l'audit de surveillance. Super, merci. Mais je vous en prie. Il y a Mathis, Madame Mathis qui a mis la main. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle lève la main, il n'y a pas de problème. Hop. Madame Mathis, vous pouvez prendre la parole. Oui, excusez-moi. Oui, voilà, excusez-moi. Oui, juste une dernière clarification. Vous avez parlé à un moment donné en disant que l'important, c'était de pouvoir mettre en évidence que nous étions déjà dans une démarche de mise en conformité. Oui. Juste une question pratique. Je vais prendre un exemple par rapport aux derniers indicateurs en ce qui concerne la satisfaction des intervenants extérieurs, par exemple. Oui. Jusqu'à présent, nous avions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelque chose qui était plutôt à chaud. En direct, après chaque intervention, on rencontrait l'intervenant extérieur et on lui demandait comment ça s'était passé, etc. Pour répondre à l'obligation Calliope, j'ai créé des questionnaires de satisfaction qui seront soumis aux intervenants extérieurs à compter de la fin du semestre là, qui est en cours. Donc, par rapport à l'auditeur, dans la mesure où je fais la preuve que j'essaye de me mettre en conformité, que j'ai créé un questionnaire et qu'il y a une procédure d'envoi qui est prévue pour fin novembre, par exemple, ou début janvier, ça passe, quoi. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Moi, je serais vous, je le soumettrai à deux, trois formateurs déjà. Soumettez-le déjà, votre questionnaire, que vous ayez déjà des éléments. Mais moi, j'ai accompagné des organismes neutres qui n'avaient pas un stagiaire et qui ont été certifiés Calliope, que sur les documents. Après, ça dépend de l'auditeur. Ça, c'est toujours pareil. Je ne sais pas qui est votre organisme certificateur. C'est l'AFNOR? Non, c'est l'APAV. L'APAV, d'accord. Après, ça dépend des organismes. Il y a des organismes. Parce que si vous voulez, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais simplement dire qu'il y a déjà un circuit de la satisfaction qui a toujours existé, qui a été démontré. Mais comme nous l'avait dit la personne qui nous a accompagnés, il faut qu'à un moment donné, vous ayez identifié que vous avez individuellement interrogé les personnes et qu'on a un retour écrit de cette interrogation de la satisfaction. Oui. Donc, à compter de cette année, j'ai mis en œuvre des questionnaires individuels de satisfaction, mais qui vont démarrer à l'issue du semestre de nos étudiants. Donc, pourquoi? Si j'ai bien compris… Parce que vos formations, elles durent jusque… Mais nous, elles durent 3 ans. C'est des formations infirmières ou 10 mois d'aide-soignant. Eh bien voilà, oui, donc ça se justifie que vous ne les avez pas encore questionnés. Voilà, donc on a décidé de ne pas les envahir de questionnaires tous les 4 matins, mais d'envoyer un questionnaire à l'échéance de chaque semestre, puisque un semestre clôture un nombre d'unités d'intervention. Ils peuvent intervenir. C'est bien, oui, très bien. Donc, ce qui veut dire que là, par exemple, pour le 30 novembre, journée de mon audit, les 2 jours, je n'ai pas de retour de satisfaction individuelle à proposer. Par contre, j'ai mon circuit de la satisfaction qui est rodé. Très bien. D'accord. Et ayez bien un circuit d'analyse aussi. Hein. Oui, mais ça, c'est bon. OK.
Bon, Merci. super. Merci encore. À votre service. Donc là, j'ai vu Patrice qui nous dit donc sans Calliope, pas de prise en charge OPCO. Oui, en effet, hein, Patrice. Pas de prise en charge OPCO si pas de Calliope. CPF, non. Pas de CPF, attention. Hein. Renaud avait une question. Était un témoignage. Ah, d'accord, très bien. Merci Eh ben, Renaud. merci Renaud, en tout cas. Ah, mais c'est Monsieur Berard, c'est ça? Pas de problème. Il y a une Merci Monsieur question. Berard. Oui, c'est quoi le coût de votre accompagnement? Alors, mon accompagnement, en fait, il va varier en fonction de là où vous en êtes et de la charge de traitement en fait de stagiaires que vous avez. Donc, dans l'idéal, je n'ai pas de prix comme ça à donner. Je trouve que c'est plus intéressant qu'on s'appelle ou vous contactez Rémi Barge pour qu'on puisse vous donner concrètement un devis, un Bien coût. sûr. Hein. Tout est fait au cas par cas. Cela aussi va dépendre de la maturité de votre centre de formation, des documents qualité qu'il y a, de votre expérience aussi dans le domaine de la qualité. Voilà, tout simplement. Donc, tout cas est différent. Voilà. Voilà, n'hésitez pas pour l'accompagnement, c'est vraiment à la carte. C'est à la carte. Il y a des personnes que je vais accompagner 2 jours, il y en a d'autres 5 jours, ça dépend des organismes, ça dépend des structures. Quand vous êtes multisite ou pas multisite, si vous n'avez aucun document, là j'accompagne actuellement quelqu'un qui n'a même pas un programme de formation. Hein. Donc, et puis vous accompagnez un organisme de formation qui est une coquille vide pour l'instant. Voilà, là je suis en train de créer un CFA de toutes pièces et donc ils vont être audités. Je viens également de terminer la création d'un centre de formation vide, c'est-à-dire qui n'a pas encore démarré et il y a eu 0 non-conformité. Hein. C'est parce qu'on est parti sur vraiment des documents, comme disait la dame qui est partie là. Madame Matisse, voilà, on est parti sur une coquille vide. Mais tout le monde peut être audité, même si vous n'avez pas encore de clients ou vous n'avez pas encore contracté de formation. Il y a THB Conseil qui veut parler. Je regarde s'il y a une autre. Voilà. Bon, Madame Matisse, tac. Hop. Excusez-moi. THB Conseil. THB Conseil. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai une question. Donc, je vais me faire certifier. Là, j'ai une date d'audit courant décembre. Donc, je suis indépendante et j'aurais une question en fait concernant une fois certifié Calliope, on a une audit de surveillance entre 18 et 22 mois après. Ma question, c'est si on n'a pas, donc je suis nouvelle entrant hein, donc dans la certification Calliope. Ma question, c'est en 18 mois ou en 22 mois, si on n'a pas réussi à décrocher des formations, c'est-à-dire de donner des formations, est-ce que la certification Calliope saute? C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on repasse tout notre audit initial, comment ça se passe? Enfin, c'est une question que je me posais. Hein, voilà. Non, bah, du coup, l'auditeur va regarder ce qui a été vu avant. Si vous n'avez pas mis en œuvre, le problème, c'est que je ne pourrais pas démontrer que ce que j'ai mis en place et comment ça va se... En fait, comment... Ça risque de vous donner des non-conformités. Ouais. Et donc, de suspendre, parce que la certification Calliope, elle est suspendue quand vous avez des non-conformités. D'accord, donc en fait, c'est ça, si on n'arrive pas, parce que j'ai plusieurs, je suis indépendante et je suis consultante aussi, et la formation fait partie en fait d'une prestation supplémentaire. J'ai passé Calliope parce que, je veux passer Calliope pour ne pas perdre mes clients tout bêtement, et du coup je me dis, voilà, on paye, voilà, moi je vais payer 2500 €, j'ai déjà payé 2500 € en avance parce qu'il y a aussi les frais de gestion qu'il faut tenir compte de la certification Calliope, l'audit initial, plus ils m'ont demandé de payer en avance, en plus l'audit de surveillance. Sinon, ils m'ont facturé 400 € de frais de gestion. Oui, on ne va peut-être pas citer le nom, mais il y a des organismes qui sont quand même très limites, moi je trouve. Hein. Très limite. Je garderai. La V7, là, ça me fait mal au ventre. Hein. C'est ça. Après, on veut travailler, donc on est obligé de le faire. Et puis, c'est pas génial quand même. Hein. C'est ça. Bon, ça restait autre chose. Donc, ma question, c'était vraiment si j'arrive. Voilà, je l'ai fait parce que je me dis si un client m'a déjà sollicité. Pour le moment, je leur ai dit que si vous voulez
profiter du compte CPF, il fallait que je passe Calliope. Donc, si c'est… en fait, j'ai peur de perdre la qualification si j'arrive pas à avoir de formation. Donc, c'était ma question. Donc, Non, enfin, voilà. mais après, vu l'organisme sur lequel vous êtes tombé, pas super. Ouais. Parce que s'ils vous font tout payer à l'avance, il faut espérer que vous puissiez quand même mettre en œuvre vos process, quoi. Oui, c'est ça. On verra bien. Oui, après, voir si, je sais pas, si vous êtes sous-traité, oui, c'est vrai que… Mais il n'y a pas de raison, madame, vous avez 18 mois quand même pour mettre en place. Il n'y a pas de raison. Si vous êtes au CPF, Oui. Vous avez des formations éligibles. donc il n'y a pas de raison. En fait, oui, c'est éligible au CPF, c'est pour ça. En fait, je suis conseillée aussi à la sécurité ADR pour le transport de marchandises dangereuses et on doit faire des sensibilisations pour les personnes qui manipulent les marchandises dangereuses. Donc, du coup, ça fait partie des prestations et des tâches qu'on a. Donc voilà, après… Donc c'est comme je suis nouvelle entrant dans le métier pour la formation, enfin voilà, pour cette prestation-là, c'est vrai que c'est un coût et puis oui, c'est un coût, ça, voilà, c'est ça. Surtout si on vous fait payer d'avance, oui, c'est un petit peu, c'est lourd, quoi. Oui, c'est surtout, voilà, on fait payer l'audit initial plus l'audit de surveillance. Et si on veut payer, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, chacun aura son expérience, mais quand on vous dit que si vous faites, vous pouvez payer en 2 fois et qu'on vous fait payer des frais de gestion à 400 €, c'est fait. Pas les CPF? Non, c'est l'organisme en fait de formation qui me dit en fait on paye, ils nous font cadeau entre guillemets des frais de gestion si on paye en une seule fois. L'audit initial plus l'audit de surveillance. Sinon, les frais de gestion, c'est 400 €. Donc, voilà. Ouais, moi, je travaille avec deux organismes certificateurs. C'est pas du tout comme ça, hein, mais bon. Non, voilà. Peut-être que… Bon, en tout cas, il y a Héloïse Mercier qui nous donne Pronéo, qui dit que c'est bien, ils ne font pas payer tout à l'avance. Oui, alors vous avez Calicia aussi qui fait payer que rien, en fait, rien du tout. Vous payez après l'audit et vous payez l'audit de surveillance quand l'audit de surveillance a été réalisé. Donc, c'est un peu plus soft, quoi. Voilà. C'est la règle, j'ai envie de dire. Oui, il y a un peu de… On fait la prestation de service, on la facture après, hein, généralement, ça se passe comme ça. Il y a malheureusement des abus, ouais. Bon, voilà, c'était juste une petite expérience que je fais partager. Je vous remercie. C'est gentil à vous, merci beaucoup. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir, il y a Sophie qui a pris son micro. Je ne sais pas si elle voulait… Vous voulez parler, Sophie? Non, justement, elle n'a pas de micro, je crois. Elle est juste sans caméra, mais si elle veut nous poser une question, elle l'inscrira dans le chat. Il y a Renaud qui est toujours là et que je remercie pour sa demande, Monsieur Beurreur de Strasbourg, qui est là, qui est présent, enchanté. que vous allez appeler d'ici fin de semaine. Voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement avant qu'on termine? Voilà, on va vous remercier beaucoup pour votre participation. Merci pour la confiance que vous m'avez accordée. Merci beaucoup. Écoutez, bon courage à tous en tout cas, et puis on est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais rester une petite minute encore si vous voulez encore échanger. Merci à vous. Au revoir. Et puis voilà. Hop. Je vous en prie, Renaud. Merci à Pascal surtout d'avoir participé à ce webinaire et de vous avoir fait part de sa vision de ce qu'est l'accompagnement Calliope chez Cap Formation Conseil. Merci Pascal. Voilà. Bon, très bien, je vois qu'il y en a quelques-uns en ligne encore, donc soit je vous laisse vous déconnecter au fur et à mesure, sans problème. Hein. Sinon, n'hésitez pas, activez votre caméra, votre micro, prenez la parole, échangez. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Voilà. Déjà mercredi demain, et puis au plaisir de vous rencontrer et de vous avoir au téléphone si vous souhaitez plus d'informations. Merci beaucoup.